Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo qui s'intitule Chapitre C3, Source de lumière colorée. Donc dans cette capsule, nous allons voir comment expliquer l'émission de lumière. Cette capsule se décompose en 4 parties. Première partie, comment différencier les sources lumineuses. En deuxième partie, comment évaluer la température d'une source lumineuse. Troisièmement, comment une source froide émet-elle de la lumière? Et dernièrement, comment interpréter le spectre de la lumière du soleil? Première partie, donc, comment différencier les sources lumineuses? Nous allons nous intéresser dans un premier temps au spectre de différentes sources de lumière. Le premier spectre que vous avez en haut, c'est le spectre de lumière monochromatique émise par un laser. Le deuxième spectre, c'est un spectre de lumière émise par une lampe à vapeur de mercure. Et le troisième, c'est le spectre d'une lumière émise par une source chaude. Alors on peut constater dans un premier temps que sur le premier spectre, nous observons qu'une seule raie. C'est ce qu'on appelle donc, ce spectre est le spectre d'une lumière issue d'une source que l'on va appeler source monochromatique, puisque en fait cette lumière est constituée d'une seule radiation. Quant aux deux autres, on observe dans le deuxième plusieurs raies qui correspondent à différentes radiations, et puis pour le troisième, une infinité de lumière, une infinité de radiations. Ces deux sources, on va les qualifier de sources polychromatiques, puisqu'elles vont émettre plusieurs radiations. Sur ce document est représenté l'ensemble des radiations visibles ou invisibles qui existent dans l'univers. On peut voir qu'une radiation est caractérisée par sa longueur d'onde lambda, c'est l'échelle que vous avez en haut du document, ou par sa fréquence nue, c'est l'échelle que vous avez en bas. Certaines radiations ne sont pas visibles par l'œil humain. Vous pouvez constater que la partie concernant la lumière visible, les radiations visibles par l'œil humain, ne constituent qu'une toute petite partie de l'ensemble des radiations qui existent. La longueur d'onde, donc lambda, et la fréquence nue d'une radiation sont liées par une relation. Cette relation, la voici, lambda est égal à c sur nu. Lambda, la longueur d'onde, est exprimée en mètres. C correspond à la célérité de la lumière dans le vide, c'est-à-dire 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Et nu, la fréquence, est exprimée en Hertz. Nous pouvons voir sur le même document que les radiations qui sont visibles, en fait, ont des longueurs d'onde qui sont comprises entre 400 et 800 nanomètres. Donc ça, c'est à retenir. C'est une chose importante, vous devez le savoir. Et elles sont encadrées par les radiations ultraviolettes et les radiations infrarouges. Les radiations ultraviolettes ont une longueur d'onde qui est inférieure à 400 nanomètres et les radiations infrarouges ont une longueur d'onde qui est supérieure à 800 nanomètres. On va pouvoir aussi distinguer les sources chaudes et les sources froides par leur spectre. En effet, les sources chaudes possèdent un spectre continu, constitué en fait d'une infinité de radiations, alors que les sources froides vont posséder un spectre de raies, avec une raie ou plusieurs raies, donc soit une lumière monochromatique ou une lumière polychromatique. Deuxième partie, comment évaluer la température d'une source lumineuse? Eh bien, c'est la loi de Vienne qui va nous permettre d'évaluer cette température. En effet, cette loi va relier la température d'un corps chaud, d'une source chaude, avec la longueur d'onde de la radiation qui est émise avec le maximum d'intensité. Alors cette loi, elle s'exprime de cette façon-là, donc avec θ qui est la température en degrés Kelvin, et le lambda max qui est la longueur d'onde de la radiation qui a le maximum d'intensité lumineuse. Cette longueur d'onde est donnée en nanomètres. Alors je vous rappelle que la température en Kelvin correspond à la température en degrés Celsius plus 273
Nous allons voir maintenant un exemple. Sur le premier exemple, nous avons le profil spectral d'une étoile. On peut repérer sur ce profil spectral la longueur d'onde qui correspond à l'intensité lumineuse la plus élevée. Et à partir de cette longueur d'onde, nous allons pouvoir déterminer, grâce à la loi de Vienne, la température de cette étoile. Donc, pour le premier cas, la température est de 3500 degrés Celsius. Deuxième cas, même méthode, on repère l'intensité lumineuse maximale et la longueur d'onde correspondante à cette intensité maximale. Grâce à la loi de Vienne, nous allons pouvoir déterminer sa température, ici 6500 degrés Celsius. Nous pouvons constater que lorsque la température augmente, plus la température de l'étoile augmente, plus la radiation, la longueur d'onde de la radiation émise, va se décaler vers le bleu. Et inversement, lorsque la température de l'étoile est relativement faible, la longueur d'onde maximale émise correspond à une couleur plutôt rouge. Troisième partie, comment une source froide émet-elle de la lumière? Alors nous allons voir dans un premier temps ce qu'est un photon et l'énergie d'un photon. Donc le premier à avoir parlé de photon, c'est Einstein en 1905, qui a énoncé une théorie comme quoi la lumière était constituée de corpuscules, c'est-à-dire des corps de très petite dimension, et ces corps de très petite dimension, il les a appelés des photons. On parle là, dans ce cas-là, d'un modèle corpusculaire pour la lumière. Ces photons sont en fait des petits grains d'énergie, et cette énergie va dépendre de la longueur d'onde de la radiation à laquelle ils appartiennent. C'est-à-dire que pour une radiation de longueur d'onde lambda et de fréquence nue, chaque photon, chaque petit grain d'énergie qui constitue cette lumière dans ce modèle corpusculaire, va posséder une énergie égale à h nu, nu étant la fréquence de la radiation. Donc E est l'énergie en joules, H est ce qu'on appelle la constante de Planck, et c'est aussi égal, nu, donc la fréquence, et c'est aussi égal à hc sur lambda, c étant la vitesse de la lumière dans le vide, et lambda, la longueur d'onde. Donc on a vu tout à l'heure que nu, la fréquence, était égale à c sur lambda, donc en remplaçant dans l'expression E égale h nu, nu par c sur lambda, on obtient aussi l'expression E égale à h c sur lambda. Nous allons nous intéresser maintenant au niveau d'énergie d'un atome. Un atome ne peut exister que dans des états qui sont bien définis. Et chacun de ces états est caractérisé par un niveau d'énergie. On dit que l'énergie d'un atome est quantifiée. Alors pour cela, on va tracer, pour bien comprendre ces niveaux d'énergie d'un atome, nous allons tracer un diagramme d'énergie. Sur ce diagramme d'énergie sont représentés les différents niveaux d'énergie possibles pour cet atome. L'état de plus basse énergie est ce qu'on appelle l'état fondamental, c'est celui qui se trouve en bas. En fait, c'est l'état le plus stable de l'atome. Et puis, les autres états d'énergie qui sont supérieurs sont qualifiés d'états excités. On remarque tout en haut l'état de plus haute énergie. Il correspond à l'état d'un atome qui a en fait perdu un électron. Et un atome qui perd un électron devient un ion. C'est ce qu'on appelle l'état ionisé. C'est-à-dire qu'il possède tellement d'énergie que cet électron va s'échapper de l'atome et donc transformer l'atome en ion. Alors par convention, on va attribuer à cet état d'énergie ionisé l'énergie nulle, E égale 0. Et puis les autres énergies sont négatives.
Nous avons vu ce qu'était un photon et comment déterminer l'énergie de ce photon. Et nous avons vu aussi les différents niveaux d'énergie d'un atome. Nous allons pouvoir maintenant expliquer l'émission de lumière par un photon. Si on prend le spectre de l'atome, le spectre d'émission de l'atome d'hydrogène, que vous avez sous les yeux. Sur ce spectre, on peut remarquer 4 raies d'émission dans le visible. En fait, chacune de ces raies est associée à la transition dans laquelle l'atome va passer d'un niveau d'énergie EP à un niveau d'énergie supérieur à un niveau d'énergie inférieur, comme le montre le petit schéma suivant. Donc lorsque l'atome passe d'un niveau d'énergie supérieur EP à un niveau d'énergie inférieur EM, il va émettre un photon. Lorsque l'atome va passer d'un niveau d'énergie supérieur EP à un niveau d'énergie inférieur, il va donc perdre de l'énergie. Et bien cette énergie est exactement égale à l'énergie du photon qu'il va émettre. Donc E, l'énergie du photon, correspond exactement à la différence d'énergie entre les deux niveaux d'énergie de cet atome. Donc E, toujours bien sûr en joules, et la fréquence nu en hertz, et lambda, la longueur d'onde, en mètres. Vérifions-le par un exemple. Donc ici, vous avez le diagramme d'énergie de l'atome de lithium et le spectre d'émission de l'atome de lithium. Vous allez maintenant mettre la vidéo sur pause et vérifier que l'arrêt rouge correspondant à la longueur d'onde 612 nanomètres correspond bien à la transition pour l'atome de lithium d'un niveau d'énergie E5 au niveau d'énergie E2. Pour le vérifier, nous allons donc dans un premier temps calculer l'énergie du photon émis lors de la transition du niveau d'énergie E5 au niveau d'énergie E2. Ce photon va posséder une énergie E qui correspond exactement à la différence d'énergie entre E5 et E2, soit moins 1,51 moins 3,54 électronvolts, ce qui fait 2,03 électronvolts. Donc ce photon possède une énergie de 2,03 électronvolts. Mais dans la relation qui lie l'énergie à la longueur d'onde, l'énergie doit être exprimée en joules. Nous allons donc convertir maintenant l'énergie en électronvolts en joules. L'énergie 2,03 électronvolts, pour la convertir en joules, on multiplie cette valeur par 1,6 10 puissance moins 19. Ce qui fait qu'on obtient une énergie pour ce photon de 3,025 10 moins 19 joules. Nous allons donc maintenant calculer la longueur d'onde correspondante à cette énergie. Lambda est égal à hc sur E, en remplaçant h, la constante de Planck par sa valeur, c, la célérité de la lumière par sa valeur, et E, l'énergie du photon que l'on vient de trouver. On vérifie bien que la longueur d'onde correspondante est de 6,12 10 puissance moins 7 mètres, soit 612 nanomètres. Quatrième et dernier paragraphe, comment interpréter le spectre de la lumière du Soleil. Donc nous allons dans un premier temps observer le spectre de la lumière du Soleil. Donc on observe que ce spectre est un spectre continu avec une infinité de raies colorées sur lequel on observe aussi des raies noires. Ces raies, en fait, ont été observées pour la première fois par Fraunhofer en 1814. Si on regarde le profil spectral du Soleil, on le voit qu'il présente aussi des minima d'intensité pour certaines longueurs d'onde. Et ces longueurs d'onde, en fait, correspondent exactement aux raies noires que l'on observe sur le spectre d'émission. En observant le profil spectral du Soleil, on constate
un maximum pour l'intensité lumineuse. Et ce maximum d'intensité lumineuse correspond à une longueur d'onde de 480 nanomètres. Attention, sur le document, il est écrit 480 mm, c'est une erreur, c'est bien 480 nanomètres. Cette longueur d'onde va nous permettre de déterminer la température du Soleil. En effet, on avait vu avec la loi de Vienne que la température d'un corps était liée à la longueur d'onde pour laquelle l'intensité lumineuse était maximale. Donc, il suffit de remplacer dans la loi de Vienne le lambda max par sa valeur, 480 nanomètres, et on obtient une température pour le Soleil qui correspond à 5,75 fois 10 puissance 3 degrés Celsius. Nous avons vu tout à l'heure qu'un atome émet un photon quand il passe d'un niveau d'énergie supérieur à un niveau d'énergie inférieur. Mais il peut aussi absorber un photon. Alors cela arrive lorsque l'énergie du photon correspond exactement à la différence d'énergie entre deux niveaux d'énergie de l'atome. C'est ce qui explique en fait les raies noires que l'on va observer dans le spectre du Soleil. On voit effectivement ces raies noires qui correspondent exactement aux photons qui ont été absorbés par les atomes qui se trouvent à la périphérie du Soleil. C'est ce qui explique aussi que les raies noires que l'on voit dans un spectre d'absorption d'une entité chimique, comme l'hydrogène par exemple, ont exactement les mêmes longueurs d'onde que les raies colorées que l'on va observer dans son spectre d'émission. Les raies noires du spectre de la lumière provenant du Soleil, ou enfin les minima du profil spectral, vont nous permettre d'identifier les identités chimiques présentes dans son atmosphère, c'est-à-dire toutes les atomes ou les ions qui sont présents dans son atmosphère. Les longueurs d'onde des radiations qui seront absorbées sont identiques aux radiations qui peuvent être émises. Si on observe attentivement le spectre du Soleil, on constate que les raies noires présentes dans son spectre correspondent aux raies du spectre d'émission de l'atome d'hydrogène. On peut donc en conclure que dans l'atmosphère du Soleil, on va trouver forcément de l'hydrogène. Ces atomes d'hydrogène vont absorber des photons qui viennent du Soleil et qui correspondent effectivement à ces raies noires. On le constate pour les longueurs d'onde 410, 434, 486 et 656 nanomètres. Voilà, cette capsule vidéo est maintenant finie.